super chouette aussi. En plus, la première question, elle est pour toi. Comment tu t'es fait? Bonjour à tous, merci de nous rejoindre à cette dernière conférence de la journée et du dernier jour du VapExpo 2016 qui s'est déroulé au Grand Hall de la Villette à Paris. C'est une conférence sur les contraintes imposées aux professionnels par la TPD. Et pour assister à cette conférence, nous avons aujourd'hui Stéphane Delia de la société Titanide. Nous avons Jean-Philippe Planchon de la société MyVapors Europe. Nous avons Yannick Driver des Visages de la Vape. Jean Moiroux qui est de la société FUM et aussi président de la FIVAP. Nous avons Sébastien Sirier qui est de la chaîne Seb et la Vape, et qui est aussi à 7 ans de professionnel car il fabrique aujourd'hui des liquides. Donc nous avons Pascal Bouchet de la Tribune du Vapoteur et Julien Abulfeda de la société Enovap. Donc aujourd'hui, on va surtout parler de ces contraintes. Et la première question qui me vient, elle est pour toi, Jean, qui est évidemment président de la FIVAP. C'est la réglementation, la transposition de la TPD. Aujourd'hui, quelles sont les contraintes et quels sont les délais? Où en est-on? Ouverture un petit peu brutale. On attaque au chaud. On attaque à chaud. Eh bien, les contraintes, disons que la transposition qui s'est faite au cours de l'année 2016 doit prendre fin, forcément, puisque en 2017, les délais prévus initialement par la directive ne peuvent pas excéder le 20 mai 2017. Donc, c'est-à-dire que toutes les dispositions légales qui gravitent autour de cette directive, pays par pays en Europe, dans l'Union européenne, doivent être actées et doivent être implantées dans les règlements nationaux au plus tard le 20 mai 2017. Donc, quels que soient les délais transitoires variables qu'il peut y avoir entre les différents pays d'Europe, c'est la date limite. Pour la France, les choses sont un peu différentes. Il y a des contraintes politiques et législatives qui font que la directive n'a pas pu être et ne sera pas transposée une seule fois clairement dans un seul texte légal. Il n'y aura pas de petit arrêté ou de décret parfait qui synthétiserait toutes les informations qu'on aurait à avoir pour pouvoir se lancer dans les produits de la vape ou se convertir à cette nouvelle réglementation des produits de la vape. Il y a plutôt une kyrielle de documents qui ont été comme ça publiés en cascade. Ça rend les choses un petit peu difficiles pour s'y retrouver. C'est pour ça qu'on est aussi ici, pour offrir une lecture limpide au maximum de nos capacités de la situation. Il reste encore des textes à publier, sur notamment les délais transitoires qui sont prévus. Il y a des avancées qui sont faites de notre côté par la FIVAP parce que nous sommes en relation assez constructive avec le ministère de la Santé et qui sont des points qui sont difficiles à acter aujourd'hui puisque c'est des négociations qui ne sont pas terminées. C'est un peu des négociations, il faut le dire, et qui font que les choses sont encore en suspens sur certains points. Au niveau des contraintes, c'est assez variable. Le premier point d'intérêt et dont on peut parler aujourd'hui, ça concerne le matériel notamment, puisque a priori et sauf accident violent de parcours, le matériel ne sera pas concerné par la procédure de notification, puisque toutes les dispositions législatives françaises concernent les produits qui contiennent de la nicotine. Je sais qu'il y a certains pays d'Europe qui vont complètement rentrer de plein pied dans cette confusion et qui vont demander des procédures de notification et la position d'avertissement sanitaire sur des produits qui ne contiennent pas de nicotine, qui sont les batteries par exemple. Donc écrire un avertissement, ce produit contient de la nicotine, une substance addictive sur une batterie, c'est évidemment ubuesque, et ça, on a eu des gens aussi qui étaient assez compréhensifs, et on a aussi su bien l'expliquer, donc il n'y aura pas de notification sur le matériel. De même, la formulation dans la directive avait à l'époque entraîné une confusion, et c'était aussi une peur assez légitime de voir la capacité des réservoirs limitée à 2 millilitres. Il y a eu des différences selon la traduction des différents textes de la directive, que ce soit en français, en anglais ou dans les autres langues de l'Europe, qui a pu laisser penser que la taille des réservoirs serait limitée à 2 millilitres. Il y a des États membres qui se sont laissés avoir
et qui vont ou qui ont déjà limité la taille des réservoirs à 2 millilitres, ce qui est dans l'absolu complètement stupide. On est tous d'accord avec ça, je crois. La grande chance d'une part, la traduction en français et la lecture qu'on en a faite et la lecture qu'on a poussée auprès des pouvoirs publics, c'est que cette capacité des réservoirs ne concerne finalement que les produits qui contiennent de la nicotine, donc les cartouches pré-remplies. C'était en plus la volonté initiale de la directive que de limiter la taille des réservoirs pré-remplis à 2 millilitres. Donc en France, on a évité aussi cet écueil et les réservoirs pourront continuer à faire plus de 2 millilitres, ce qui, dans un objectif de sécurité, est bien meilleur puisqu'on a moins souvent à faire un acte de remplissage, donc à ouvrir une bouteille, à transférer du liquide, etc. Ça, c'est déjà 2 avancées qui sont validées. C'est 2 excellentes nouvelles. Après, il y a d'autres petits points précis qui sont assez positifs, comme une formulation dans un des décrets qui concerne le matériau des flacons de recharge. Donc là, c'est pour les e-liquides. Il est dit que les flacons doivent être protégés du bruit, quel que soit le matériau choisi. Donc ça laisse effectivement la possibilité aux fabricants d'utiliser tous les matériaux à condition qu'ils ne se cassent pas. Donc, on prend comme référence certains aspects de la norme sur les liquides qui impliquent que les flacons ne doivent pas se casser si on les laisse tomber par exemple de la hauteur d'une table. Donc ça laisse aux fabricants la possibilité d'utiliser des flacons en verre. C'est une petite liberté qui évidemment ne va pas changer la face des produits du vapotage, mais qui a son importance parce qu'elle permet d'offrir des possibilités dans le marketing pour l'export qui sont très intéressantes. J'imagine que tout ça, ça implique des coûts. Je sais aussi que cette transposition de la réglementation, elle est faite dans différents pays. Comme tu dis, manifestement, il semble que la France ait une bien meilleure transposition de cette réglementation parmi les pays européens. J'ai envie de dire, au niveau de ces coûts, de ce qui est prévu, quels impacts aujourd'hui ça peut avoir pour vos entreprises? Comme tu peux le dire aujourd'hui, tu nous dis que le matériel n'est pas concerné, mais j'imagine que des sociétés comme MyVapors, des sociétés comme Titanide ou encore comme Enovap, qui sont justement sur des problématiques de matériel, ont peut-être des difficultés à s'expandre en Europe. Stéphane? Oui, bien sûr, c'est vrai qu'on a été assez rassuré pour ce qui se passe en France, mais vu que certaines sociétés exportent, il y a une grosse incertitude sur le coût des notifications en Europe, et puis ça va forcément créer des déséquilibres entre les différents pays, et aujourd'hui, on ne sait pas encore précisément quel coût pour quel pays, donc ça va être des investissements supplémentaires, et ce déséquilibre, il est vraiment pas bon pour l'évolution du matériel, c'est clair. Mais c'est vrai qu'on est pour l'instant assez satisfait comment ça se passe en France, notamment grâce à la FIVAP. Je pense que si on est aussi bien loti, c'est que la FIVAP a quand même beaucoup œuvré dans ce sens-là et elle a réussi à assouplir cette transposition pour la France. En Angleterre, ça se passe aussi pas trop mal, mais il y a certains pays d'Europe où pour l'instant, on parle de 4 000 € par référence. C'est sûr que pour des sociétés comme nous, ça va devenir très compliqué d'exporter. Et il faut vraiment arriver à clarifier les choses. Et l'idéal, ça serait une uniformisation au niveau européen, parce que ça devient assez ubuesque que d'un pays à l'autre, il y ait des telles différences, quoi. Alors, ce que j'ai dit au début, évidemment, s'applique à la France. Et pour nous, c'est évidemment le combat principal. Mais c'est vrai qu'une fois que nous aurons digéré un petit peu les spécificités du marché français, dans les perspectives d'export intra-européennes, évidemment va s'ouvrir la grande kyrielle des différentes réglementations qui pourront être, au final, une fois qu'elles seront vraiment passées, mises côte à côte, être comparées. Et là, il y aura un enjeu d'intelligence stratégique pour arriver à comprendre, interpréter, se positionner sur les marchés, savoir si les produits valent la peine sur tel et tel marché, la rationalisation des catalogues, la distribution exclusive par des partenaires qui, s'occupant eux de la notification et des procédures légales, pourront éventuellement avoir des distributions exclusives. Il y a vraiment des impacts qui seront très forts sur l'export. Je partage. Donc les plus grandes difficultés, on va dire la TPD, sur le fond, c'est une bonne chose. Mais sur la forme, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de choses à redire. D'accord. La première chose, c'est l'harmonisation, puisqu'il n'y a aucun deux États membres qui ont la même réglementation. Donc c'est un vrai casse-tête chinois pour nous, parce qu'on vend dans toute l'Europe et c'est assez compliqué. En plus, on n'a pas les billes pour pouvoir
pour pouvoir s'organiser, pour provisionner aussi, parce que on ne sait pas combien il faut provisionner, voir avec les banques si on doit emprunter ou pas, on n'en sait rien du tout. Après, il y a des risques aussi de déséquilibre en Europe, parce que la France est complètement libre au niveau de la notification. Enfin, il n'y a pas de notification pour matériel, donc la France va devenir une plaque tournante du marché au noir, c'est clair. Hein, je veux dire, donc voilà, donc il va y avoir un gros déséquilibre. Moi, ce qui me fait peur, voilà. Puis une lecture très compliquée du marché européen. Voilà, ce qui est dommage parce que après sur le fond, TPD est une bonne chose. Encore une fois, on prend des produits qui sont ingérés par des êtres humains. C'est la moindre des choses qui est des tests d'émission, qu'on s'assure qu'il n'y a pas de produits nocifs, qu'on sache exactement ce qu'il y a dans ces produits, exactement qu'on va chercher un paquet de gâteaux dans un magasin, on veut savoir ce qu'il y a dedans. Donc c'est tout à fait légitime, la TPD dans le fond, mais sur la forme c'est exécrable parce que on est vraiment pris en otage. C'est très difficile de piloter une entreprise, en tout cas quand on travaille international, parce qu'on ne sait pas du tout. Donc on définit plusieurs scénarios, plusieurs champs possibles. Mais voilà. Et l'atout, c'est qu'on doit être extrêmement flexible. Mais aujourd'hui, voilà, c'est plus sur la forme que sur le fond que la TPD dérange. Comment ça se passe pour vous Si je peux rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que nous, la TPD, en soi, c'est une très bonne chose, mais ça nous a apporté de nouvelles contraintes. C'est-à-dire que, par exemple, pour vendre en France, on pourrait très bien faire un produit avec un réservoir qui dépasse les 2 millilitres, mais on a été obligé de s'ajuster par rapport aux autres pays qui n'ont pas accepté cela, ce qui fait que dans notre produit, en l'occurrence, c'est 2 réservoirs de 2 millilitres, alors que de base, on souhaitait faire plus. Sachant qu'on veut vendre à l'international, voilà, c'est un peu dur, c'est un peu compliqué de s'adapter aux règles par pays. Voilà, c'est vraiment la grosse problématique pour nous actuellement. D'accord. Et Jean ? Ouais. Ce que je voulais juste dire, c'est que quand on dit la TPD est une bonne chose, un cadre réglementaire rationnel et de bon sens pour les produits du vapotage serait une bonne chose. La directive tabac, c'est quand même une assimilation brutale aux produits du tabac. C'est comme mettre le poison et le médicament dans le même paquet. Donc il ne faut pas dire ça non plus. Merci de... C'est vraiment la notion de cadre réglementaire qui, effectivement, est une bonne chose. C'est une bonne direction de toute façon. On a besoin de sécurité sur nos emplois, sur nos métiers. Et il n'y a qu'en passant par des dispositions légales qui encadrent tout ça qu'on peut aussi avoir un écho médiatique un peu plus favorable au fil du temps. Une prise de conscience, je dirais, sincère et honnête des professionnels de santé et faire progresser les produits de la vape. Non, mais c'est pour ça que j'ai de dit... langage. Non, parce que je répète ce que j'ai dit, et j'insiste dessus. Il y a le fond et la forme. La forme, c'est clair que je ne souhaite pas être assimilé à un produit du tabac. C'est sur la forme. Mais sur le fond, de professionnaliser, de garantir auprès de nos consommateurs que les produits sont propres, c'est notre responsabilité de producteur. Aujourd'hui, il n'y avait rien. Donc après, soit on s'était pris en main plus tôt, mais on n'était pas encore organisé. Voilà, après, c'est à nous de se prendre en main maintenant aujourd'hui pour aller plus loin, pour structurer. Mais encore une fois, je distingue bien le fond et la forme. Sur la forme, il y a plein de choses qui ne vont pas. Le 10 ml, je ne suis pas du tout d'accord. Être assimilé auprès des produits de tabac, je ne suis pas du tout d'accord. Le 2 ml qui soit limité sur certains États membres, je ne suis pas du tout d'accord. Mais après, sur le fond, le fait qu'on ait une responsabilité et qu'on s'assure que les produits qu'on vend et que des êtres humains ingèrent tous les jours dans leurs poumons, je trouve que c'est normal. Et si ça n'avait pas été fait par la TPD, on aurait dû le faire, ça aurait pu être... nous-mêmes. Et je finis juste pour la TPD. Je veux dire, on voit le changement des comportements. Avant, on était considérés comme soit comme des fous, des outsiders, ou c'était une mode. Maintenant, il y a un cadre réglementaire qui existe. Moi, j'ai plus du tout les mêmes relations avec mes banquiers et avec les assureurs. Les assureurs ne voulaient pas m'assurer, les banquiers ils venaient me voir, mais voilà. Maintenant, ils viennent me voir tous les jours. On n'est plus du tout dans le même cadre. C'est pour ça qu'encore une fois, il faut voir le côté positif. Il ne faut pas être naïf, je suis d'accord avec toi, il ne faut pas être naïf. Il faut continuer à lutter justement pour défendre notre métier. Mais voilà, il y a des choses bonnes, mais ce n'est pas suffisant, je suis d'accord avec toi. Il faut pas... Non, mais c'est vrai que ça va apporter aux professionnels une stabilité dans leur relation avec d'autres acteurs de leur vie économique. C'est évident. Si on prend le rythme légal pour faire des directives européennes, le cadre légal qui va nous être imposé l'année prochaine
il sera là pour au moins 7 ans, beaucoup plus probablement 10 ans. Donc ce sont des règles avec lesquelles on va tous jouer et on sera tous équitables là-devant pendant 10 ans. C'est quand même un grand confort dans la perspective de continuer à faire du business. Et c'est un combat qui, contrairement à nos confrères des États-Unis, est déjà mené. On a déjà dérouillé, on a déjà pris cher, on a déjà tout ce que vous voulez, mais c'est déjà fait. C'est en train d'être derrière nous. Aux États-Unis, avec la FDA et leurs orientations légales, ils sont au début de l'aventure. Alors on avait vu à l'époque les liquides américains, c'est décadent, ils jettent des bouteilles dans la foule, c'est des liquides super chargés en arômes avec du marketing un peu trash. Là, ils sont en train de découvrir que ouais, le combat politique et la défense de ces produits et ne plus se concentrer uniquement sur le marketing et l'agression sur le marché, c'est très important. Et je trouve que le marché français, qui est quand même particulièrement leader sur les aspects sanitaires, sur le matériel, les liquides, le profil de vente, on est quand même les meilleurs du monde, je crois qu'on peut le dire. Et il suffit de voir l'accueil qui nous est fait quand on va à l'étranger ou les avis de nos confrères américains quand ils viennent ici. C'est quand même extrêmement propre, carré, il y a des énergies derrière qui sont magnifiques, des produits qui commencent à avoir un potentiel à l'export qui est énorme et on est très content de ça. Donc au final, on va quand même avoir les idées assez nettes avant les autres et c'est une vraie chance pour la France, pour l'emploi, pour les produits de la vape et pour nous professionnels. Et est-ce que j'ai envie de dire vis-à-vis de ces impositions, on a vu en début d'année une progression depuis la transposition de la réglementation européenne dans le droit français, en fait, une progression significative du passage de consommateurs en fait en shop. On voit bien qu'on a passé 2 ans où il y avait une espèce de passage à vide sur le monde de la cigarette électronique et ça vendait beaucoup moins. Beaucoup de sociétés ont fermé leurs portes et on commence à refaire les mêmes chiffres qu'en 2013. J'ai envie de dire de ce côté-là, Sébastien, pour toi, quel a été l'impact de la transposition de cette réglementation dans le droit français vis-à-vis de ta problématique aromatique que tu travailles? Alors, moi j'ai moins de connaissances que mes camarades, hein. J'ai une vision un peu plus amateur de tout ça. Cette TPD, elle a fait peur en fait, principalement, moi en tout cas. Et moi, ce qui me chagrine en fait le plus, au-delà de tout ce qui a été dit, bien entendu, c'est effectivement un ralentissement de tout ça, de la création qu'on peut avoir, des idées qu'on peut avoir, parce qu'il y a tout ça qu'il faut mettre en place derrière. Donc un ralentissement du marché, un ralentissement sur l'information par rapport aux publicités qu'on abordera après. Donc c'est ça, c'est surtout du ralentissement, moins de nouveautés, et c'est ce qui fait, à mon sens, la beauté de la chose. Un consommateur est attiré à l'heure actuelle, je pense, par des beaux objets, par différents goûts, par tout ça qui le fait voyager, bien plus que la cigarette à l'époque. Et donc ce ralentissement que nous fait prendre la TPD, je pense que ça a un gros impact. Et là, l'information commence à revenir un peu plus de manière médiatique, donc ce qui fait que ça relance, je pense, en partie. Après, je voulais quand même dire aussi, je suis assez d'accord par rapport à la TPD. Clairement, sur le fond, oui, je suis d'accord aussi, il faut une réglementation. Il faut apporter de la sécurité aux consommateurs, à tout le monde. Donc la réglementation, elle était inexorable et je pense qu'elle sera bénéfique. Maintenant, effectivement, sur la forme, il y a beaucoup de choses à revoir, mais c'est à nous, effectivement, je pense, qui est fait notamment par les associations, d'aller voir l'État et ces gens-là et de leur expliquer les choses, de leur faire comprendre les choses à notre manière et d'en discuter pour évoluer dans le bon sens, en fait. Donc effectivement, à mon avis, elle est clairement bénéfique, mais il faut qu'on aide à ce que ça se passe beaucoup mieux et de manière logique, comme on le disait, les 10 ml, tout ça, c'est juste n'importe quoi. Je vois pas pourquoi ce serait plus toxique 10 ml que 30 et le consommateur, s'il veut 30 ml, il va acheter 3 bouteilles, donc c'est n'importe quoi. Donc, concernant, ça me permet de rebondir justement sur la publicité. Tu as une double casquette, tu es aussi reviewer, il me semble. Tu fais pas mal de vidéos sur YouTube. Tu t'exposes, tu penses t'exposer aujourd'hui à quelque chose d'illégal vis-à-vis de l'interdiction de la publicité? Dans quelle position aujourd'hui te sens-tu? Comment tu vois les choses? Alors, on en parlait juste avant. Je suis quelqu'un d'assez pragmatique. Je pense que moi et mes camarades qui faisons des vidéos, à l'époque, c'était quelque chose de très important pour donner l'information. D'accord, c'était quelque chose qui n'était pas connu.
Donc l'information est importante, on l'a vu dans les films qu'on a pu voir là tout au long du Vape Expo, que les cigarettiers et autres en fait utilisent l'information pour arriver à leur fin, et je pense que c'est un bon moyen pour nous de faire connaître aussi la cigarette électronique, parce qu'il ne faut pas oublier, au-delà de tout ça, de l'argent que ça peut coûter, etc., on est quand même tous là pour la même chose qui est, nous on a réussi à arrêter de fumer, mais il y a encore des fumeurs, il y a encore des morts à cause de ça, et je pense que l'information c'est le plus important, à mon sens à moi. Maintenant, concernant ça, la publicité, la frontière est quand même assez mince entre l'information, un avis de consommateur et une publicité. Moi j'estime que c'est pas de la pub, on l'a toujours dit dans nos vidéos, inexorablement quand on expose un produit, une marque, c'est une forme de pub mais de manière indirecte, on fait pas ça pour ça, on fait ça pour faire comprendre le produit, pour l'analyser, donc que le consommateur sache l'utiliser de manière correcte, et pour la marque, que ce soit pour les liquides ou autres, donner un avis qui est constructif en fait, pour ultérieurement les liquides qui viendront après, le matériel qui viendra après, soit plus performant, mieux fabriqué. Et après, en termes de loi, on en parlait juste avant, on n'est pas complètement d'accord, mais la loi dit clairement, en France, un juge, quand il juge, il se base sur la loi, principalement. Il ne juge pas comme il a envie. Il y a des cadres légaux qu'il faut respecter. Et la loi aujourd'hui sur la publicité, elle dit quoi? Elle dit qu'on est considéré comme quelqu'un faisant de la publicité si on pousse un produit qui nous ramène de l'argent. Voilà. Si je gagne de l'argent par rapport à ça, je suis considéré comme quelqu'un faisant de la pub. À l'heure actuelle, moi, pour mes vidéos, je n'ai jamais été payé par qui que ce soit. Ce ne sera jamais le cas. Donc après, effectivement, on en parlait, il faudra peut-être le prouver. Donc je pense peut-être m'exposer effectivement à des ennuis. Mais moi, quoi qu'il en soit, je suis droit dans mes bottes. Je n'ai jamais été payé pour ça. Donc je ne peux pas être considéré aux yeux de la loi française comme quelqu'un faisant de la publicité. Le jour où ça arrivera, on verra. Mais je pense peut-être m'exposer effectivement à des potentielles sanctions, mais qui, je pense, n'iront pas jusqu'au bout. Voilà. Merci. Pascal? Si je peux rajouter un petit mot, au-delà de la publicité, il y a aussi le volet de la propagande, l'interdiction de propagande. Et la question que je me pose, c'est quel champ d'action encore possible pour les associations, que ce soit l'EDUS, que ce soit la Vape du Cœur aujourd'hui, qui rencontre des difficultés sur sa pérennité à cause de cela. Pour la Tribune du Vapoteur, on veut mener des actions sur le terrain. Alors nous, on ne parle pas trop produits sur la Tribune du Vapoteur, donc on est moins concerné par ce problème de publicité. Mais en revanche, la propagande, on est à fond dedans. Si demain, on met en avant de façon très importante les 3 films qui sont sortis, est-ce qu'on risque de payer 100 000 € d'amende ou pas? Est-ce qu'il faut qu'on aille au clash? Est-ce qu'il faut créer un procès, une jurisprudence pour faire avancer les choses? Voilà. Et de ton côté, Yannick, avec les visages de la vape, tu as un peu un ovni, j'ai envie de dire, excuse-moi, dans toute cette action. En fait, est-ce que tu as ressenti une baisse depuis le passage de la transposition en mai? Comment tu arrives à t'introduire dans ce domaine? Comment les visages t'es perçus? Parce que c'est quand même à la base une initiative citoyenne qui est là pour montrer la vape dans toute sa beauté à travers des photographies. Comment tu te sens dans cet écosystème? Bah moi, j'ai pas eu beaucoup de soucis en fait par rapport à la TPD, contrairement à beaucoup de mes amis, hein. Mais clairement, moi je l'ai fait. Je suis directement parti sur le principe de pas faire de pub en fait pour aucun fabricant de liquide ou de matériel. Le but c'était vraiment de montrer juste la diversité de la communauté et non la diversité des jus, du matos, etc. Je m'en fous, clairement, je m'en fous. J'ai été approché par différentes marques pour demander si on ne pouvait pas mettre un logo, et le but n'étant pas de gagner de l'argent à la base, hein, je l'ai fait juste pour montrer cette communauté que quelqu'un à 18 ans qui a envie d'arrêter de fumer passe par la vape pour arrêter, comme à 78 ans, voilà, c'est ça le but principal. J'avais un peu peur au moment où la TPD est passée et qu'on a vu ce engouement sur Facebook. Je pense que beaucoup l'ont vécu. Oui, notre site va être fermé, il faut passer tout en masqué, en privé, etc. Moi, je ne l'ai pas fait. J'attendais un peu avec hâte finalement que Facebook ou quelqu'un me contacte en disant faut fermer parce que le but est artistique, clairement, hein, ce qu'on a vu avec le livre. Personnellement, je ne me sens pas très concerné par la loi parce que en soi, je ne vois pas comment faire de la pub pour une marque, mais forcément faire de la pub pour une communauté. Ça, oui, clairement, pour mettre ça en avant, pour montrer qu'on est tous des gens ordinaires et pas des ovnis, comme tu me disais. On n'est pas tous des ovnis, on est juste des personnes qui ont arrêté de fumer et surtout des personnes qui ont vu une opportunité de créer de l'emploi. Et aujourd'hui, je pense que
beaucoup de gens qui... On ne sait pas où ils seraient sans la vape, mais d'une façon très positive. Je pense que ça a créé énormément d'emplois et des opportunités qu'on n'a pas eues il y a des années. Donc voilà, moi aujourd'hui je ne suis pas très inquiet pour ce que je fais, mais forcément pour que je puisse faire ce projet, il faut que le domaine reste en vie, il reste sain. Donc c'est plus mes inquiétudes sont plus par rapport à mes amis qui fabriquent du liquide, qui fabriquent du matériel, et les consommateurs forcément aussi. Alors nous concernant pour justement cette interdiction de publicité, c'est vrai que ça nous a beaucoup embêtés. En effet, on essaye d'apporter une innovation sur le marché et malheureusement on ne peut pas communiquer dessus. Donc c'est pas de post Facebook boosté, c'est pas de AdWords. Et voilà, comment arriver à faire découvrir aux gens cette innovation sans pouvoir faire de publicité. C'est la grande question qu'on a en ce moment et c'est vrai que ça ralentit beaucoup quand même l'apport de nouvelles innovations, en tout cas l'apport de ces connaissances et de ces innovations aux consommateurs. Comment on gère cette interdiction aujourd'hui dans la fabrication du matériel aussi de votre côté vis-à-vis de My Vapors et de Titanide? Quel est aujourd'hui, est-ce que vous avez ressenti des impacts significatifs, nets, formels, que vous avez pu quantifier à travers les ventes depuis cette imposition d'interdiction? Alors pour My Vapors, c'est un peu plus simple parce qu'on communique uniquement auprès des professionnels. Donc on a une liberté totale. On peut faire du mailing, envoyer des magazines, des brochures. Donc c'est beaucoup plus simple. Et en tout cas, depuis l'application de la TPD, on n'a pas vu de baisse de chiffres, même bien au contraire. Il n'y a pas de cause à effet, enfin il n'y a pas de lien. Voilà, mais bon, nous c'est beaucoup plus simple. Et pour Titanide? Je le rejoins complètement puisque pour nous, on s'adresse également aux professionnels. Donc toute la publicité, elle est tournée vers les professionnels. Donc ça ne nous a pas impacté directement. Mais c'est sûr que indirectement, puisque les professionnels vont revendre nos produits, si eux-mêmes ne peuvent pas en faire la publicité, c'est forcément un frein, évidemment, quoi. Donc indirectement, on est touché. Et pour The Fu, Jean, car tu as aussi la casquette liquidier, est-ce que tu as ressenti des différences, des variables? À date, pas encore vraiment, parce que je pense que d'une part, les professionnels sont toujours en train de digérer cette interdiction. De toute façon, il n'y a jamais eu des budgets suffisants dans la profession pour avoir un rayonnement dans les médias habituels que sont la télévision, l'affichage, la radio et la presse grand public. Donc là-dessus, il n'y a pas eu vraiment de changement. De toute façon, on n'avait pas la thune pour le faire. Donc ça n'a changé rien pour qui que ce soit sur ces grands médias. Déjà là-dessus, c'est un point qui est important à noter. Il y a quand même un avant et un après, mais pas sur les grands médias. Ensuite, les sujets dont on a le plus parlé, c'est les réseaux sociaux, Internet, les campagnes locales dans les médias locaux, l'affichage aussi. Tout ça, c'est des domaines où malheureusement, effectivement, l'interdiction, elle est totale et aveugle. Donc, si on faisait un encart dans le magazine régional, ça, c'est plus possible. Si on mettait des affiches dans le quartier, c'est plus possible. Les flyers, c'est plus possible. Donc ça, il suffit d'arrêter de le faire. Et après, les seuls moyens qui nous restent de faire de la publicité, comme tu l'as dit, c'est la communication B2B. Donc là-dessus, on note des initiatives qui sont en train de se consolider un peu. Alors forcément, les magazines historiques B2B, comme PGVG par exemple, se retrouvent renforcés et la pertinence de leur choix initial est complètement validée. D'autres magazines comme eSigma, qui étaient destinés au grand public, doivent imaginer des stratégies pour se rapatrier sur le B2B s'ils veulent continuer à faire la publication. Donc ça, j'imagine que c'est en cours. Ensuite, on a toujours la possibilité de vendre en ligne. La boutique online est considérée comme une boutique physique, un peu différente, mais dans les grandes lignes comme une boutique physique. Donc un site de vente en ligne, c'est quand même un média qui est accessible à tout le monde. Sur lequel il est possible de vendre les produits, de les mettre en photo, de les décrire. Donc ça permet d'exposer un catalogue de produits auprès du grand public, même s'il est interdit de les vendre aux mineurs et que c'est toujours bien de faire un petit tunnel d'entrée avec une validation de la date de naissance. Ce sont des produits qui sont exposés. Donc à partir du moment où un site internet vend un produit, il a le droit de citer. Un site internet qui ne vend pas de produits n'a pas le droit de citer. Donc là-dessus, je pense qu'évidemment, il y a des stratégies qui sont à faire. La principale étant de faire des sites internet sur lesquels on vend des produits. Quand bien même l'objectif n'est pas de faire du profit avec la vente en ligne,
Il faut vendre des produits afin d'avoir un site internet. Alors si je peux me permettre, contrairement à ce que tu disais, Jean, il y a quand même certaines entreprises de la VAP qui ont fait des communications télé. En 4x3, il y en a eu quand même énormément, et même à la radio. Et peut-être l'avantage de cette interdiction de la publicité, c'est aussi un avantage pour toutes les entreprises qui sont déjà en place au niveau d'une nouvelle concurrence. Parce qu'aujourd'hui, arriver sur le marché un nouveau fabricant de matériel ou un nouveau fabricant de liquide, pour se faire connaître, il a quand même beaucoup moins de facilité que pour nous qui sommes déjà en place. Donc au final, c'est quand même un avantage de ce côté-là. Et je dirais que maintenant, notre publicité, pour nous en tout cas, la meilleure publicité, ça va être la qualité des produits et le bouche à oreille. Et ça bloque quand même pas mal de nouveaux potentiels concurrents qui pourraient se lancer aujourd'hui. Et je pense notamment à des gros investisseurs. Aujourd'hui, si tu es un gros investisseur, tu veux lancer une marque de matériel, c'est quand même compliqué du fait de cette interdiction totale de la publicité. Donc toutes les entreprises déjà en place, elles ont quand même un avantage concurrentiel qui est quand même fort. Et ça nous remet tous au même niveau. Je comprends ce que tu dis. Moi, je ne peux pas m'empêcher d'être systématiquement triste à chaque fois qu'il y a une nouvelle interdiction. Mais ça, voilà, je suis comme ça, c'est mon côté libertaire. Je me dis qu'aujourd'hui, la publicité, j'en ai pas besoin, mais peut-être que demain, si on devient une multinationale extrêmement puissante, ça aurait pu m'être utile, même si c'est un fantasme uniquement. Mais je pense que le principal atout de cette interdiction de la publicité, aussi triste soit-elle, parce que c'est vraiment triste de ne pas pouvoir parler de ces produits comme on veut, surtout quand ils sont destinés à faire arrêter les gens de fumer, ça nous met à l'abri des campagnes écrasantes des grands groupes du tabac quand ils se lanceront dans la cigarette électronique. Là-dessus, on sera, comme tu le dis, à armes égales. Et nous, on a une histoire, on a un historique, on a des parts de marché. Et ça, on entend bien le défendre par les produits et avec les moyens qui nous restent pour communiquer autour. Moi, pour compléter, je partage complètement. On a bien vu les campagnes publicitaires, celles qui ont marqué, c'est celles du tabac, qui ont fait des très belles campagnes publicitaires. Mais après, le meilleur vecteur de communication pour la garantie des produits, du service et justement pour véhiculer sur des innovations comme Innovap, ce sont les boutiques physiques. Ça l'a été avant et ça l'est encore aujourd'hui et j'espère que ça sera encore demain. Parce que, comme vous disiez, on n'a pas suffisamment d'argent de toute façon pour faire des grosses campagnes publicitaires contrairement au tabac, donc c'est plutôt pas une mauvaise chose. Et si un consommateur veut avoir des bons conseils, tester le matériel, il n'y a pas mieux qu'une boutique physique avec une personne devant vous, avec des vrais produits pour tester. Là, vous ne pouvez pas tricher, c'est pas de la pub. Et pour moi, une marque, un produit, de toute façon, ce sera de plus en plus difficile de tricher parce qu'il va falloir faire du terrain et les consommateurs vont pouvoir les voir. Alors c'est exactement ce que je voulais rajouter. Et l'interdiction de publicité, d'accord pour la partie producteur, mais pour la partie distribution. Aujourd'hui, je reçois régulièrement, si ce n'est toutes les semaines, des messages de vapoteurs qui veulent monter leur shop, etc. Ça fait des mois qu'ils hésitent à cause de la TPD et tout. Il faut être sur le terrain, il faut développer des réseaux de distribution. Pour moi, aujourd'hui, cette interdiction de publicité, ça empêche toute personne de développer son shop parce qu'il ne pourra pas communiquer dessus localement. Et au final, ça va laisser le choix pour développer le réseau de distribution de s'adresser en dehors des shops spécialisés, c'est-à-dire les buralistes, les grandes surfaces, pourquoi pas, les stations-service. Ouais. Et ça, c'est pas... Je partage complètement. Le problème, c'est les shops pour se faire connaître après dans le quartier, dans la ville. Après, je pense qu'il y a des parades, sans appeler ça de la publicité. Il peut y avoir des annuaires qui soient facilement accessibles. Donc, on peut réfléchir à la FIVAP, en tout cas avec Jean. Mais c'est vrai, il faut aider les shops en leur donnant de l'information, mais aussi de la visibilité. Donc, je balance une idée comme ça, mais un annuaire qui soit accessible à tout le monde. On a déjà les adresses, donc on peut les mettre en ligne, ça peut aider. T'as une base de données clients Oui, bah ouais. Alors, il y a cette réglementation, sa transposition, vos entreprises, donc évidemment toutes les choses qui peuvent les impacter. De votre côté, comment vous ressentez tout simplement vos consommateurs ? Vous vous intéressez, j'imagine, à vos consommateurs, car il n'y aurait pas de produits sans consommation. Et vos consommateurs, est-ce que vous les sentez rassurés ? Est-ce que vous les sentez plutôt fébriles ?
Comment vous percevez les choses chacun de votre côté? Notamment, je te lancerai la question à toi, Pascal, qui a justement cette particularité de pouvoir lier professionnels et consommateurs sur les tribunes du vapoteur. Aujourd'hui, est-ce que tu as plutôt tendance à faire face à des fights entre consommateurs et professionnels, ou est-ce que tu penses qu'il y a une synergie, une communication entre ces deux mondes? Alors, il y a une synergie, une communication entre ces deux mondes, mais elle est largement insuffisante, en fait. Je pense que les consommateurs doivent soutenir les professionnels producteurs et distributeurs, et à l'inverse, il faut que les distributeurs et producteurs prennent parfois beaucoup plus en considération la communauté de vapoteurs, et notamment ce qui a tendance à être un petit peu oublié, je le remarque encore aujourd'hui au Vapexpo, c'est les fumeurs, les primo-vapoteurs, où aujourd'hui, l'offre de produits à leur destination est vraiment très très faible, quoi. Pour trouver un liquide en 18 mg aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Donc j'ai un peu l'impression qu'on se replie un petit peu sur nous-mêmes, on se protège parce qu'on est attaqué de toutes parts, mais qu'il faut aller de l'avant, il faut aller chercher les fumeurs. Il y a encore une dizaine de millions de fumeurs en France, si on parle que de la France, à aller chercher. Nous, c'est ce qu'on souhaite avec la tribune du vapoteur, si on s'adressait à ces gens-là. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que globalement, la vision générale d'un salon comme celui-ci, nous, fabricants notamment de liquides, c'est une course en avant. C'est un contexte qui est très concurrentiel. C'est vrai qu'il y a des tendances à suivre, il y a des tendances à créer. Et ce sont les consommateurs, utilisateurs, usagers les plus influents, les plus impliqués qui nous aiguillonnent pour qu'on puisse soit faire des produits qui soient équivalents à ceux qu'on trouve aux États-Unis, soit des nouvelles formules. Et là-dessus, c'est un peu l'énergie qui nous drive vers l'avant. Mais effectivement, on oublie une large partie du marché qui sont les clients qui rentrent dans le shop et qui échangent même pas un mot avec la personne qui tient la boutique et qui prennent 5 fioles à la menthe en 16 et qui partent avec. Et c'est leur consommation au final pour un mois. Et ils reviennent le mois d'après et le rituel continue. Et ça, c'est des gens qui déjà ne fumeront pas de clope entre leurs 2 passages en boutique. Et c'est ça qu'on veut. Nous, c'est vrai qu'on a récemment repris conscience de ça. On a réorienté les gammes. On a travaillé beaucoup, alors il a fallu développer des liquides tabac, etc. On est revenu dessus, on a essayé de faire un reset de toute notre expérience sur les gourmands, etc. pour revenir sur des standards. Et c'est assez difficile quand tu t'es approprié des goûts avant et que tu bosses pour faire un custard qui déchire. Derrière un tabac de débutant, il faut vraiment reprogrammer le logiciel et c'était plutôt intéressant au final. Là, on a présenté les produits, je suis assez content du résultat. Je les découvre aussi sur le stand parce que c'est toujours, une fois que le liquide est dans la bouteille, c'est toujours différent de les essais du labo, quoi. Moi, je trouve que le consommateur, tout comme les professionnels, il est agressé en ce moment. On voit, nous, on a été attaqués de toutes parts et on réagit, c'est bien normal. Mais ce qui me chagrine le plus, c'est vraiment pour les vapoteurs, pour les consommateurs. On voit clairement des gens qui aujourd'hui passent à la vape, ça marche, ils sont contents. Mais il y a une telle pression sociale dans leur entourage, au niveau familial, au niveau professionnel, à cause de la désinformation sur la vape. Il y a des gens qui sont à la vape et qui vont retourner au tabac à cause de cette pression. Tu sais pas ce qu'il y a dedans. Alors moi, j'ai entendu que c'était encore plus nocif que le tabac. Et les gens, ça leur fait peur, ça. Et on voit tous les jours en boutique des vapoteurs qui sont un petit peu désemparés et qui sont rassurés par les professionnels. Mais cette pression sociale due à la désinformation, elle est quand même catastrophique. Il suffit de voir un peu les statistiques. Je crois que cette année, en France, il y a un sondage qui disait comment vous voyez la vape par rapport au tabac. Il y a plus de 60% de la population qui estime que la vape peut être aussi au moins dangereuse que le tabac. Et ça, c'est catastrophique parce qu'il y a 2-3 ans, on n'était même pas à 40%. Donc ça prouve que la désinformation, elle a quand même été efficace. Et le consommateur, là-dedans, c'est lui qui paye le prix, quoi, qui est directement impacté par cette désinformation. Et c'est quand même catastrophique parce qu'il y a quand même des vies en jeu derrière. Et voir des vapoteurs arrêtés juste parce que tous les jours on les agresse. Quand on fume une clope, il n'y a personne dans la rue qui vient te voir, qui te dit « Ouh là là, attention, fumer tue ». Tout le monde le sait. Alors quand tu vapotes, tous les jours, il y a quelqu'un qui va venir te dire « Ouh là là, mais c'est quoi ton truc? T'es fou, tu mets ta vie en danger, quoi ». C'est ça qui est catastrophique. Et on ne sait pas ce qu'il y a dedans de toute façon. Et on ne sait toujours pas ce qu'il y a dedans.
Il y a aussi un truc, je suis désolé, je te coupe. Le fait est qu'aujourd'hui, dans certaines entreprises, on peut retrouver des coins fumeurs où les vapoteurs sont obligés d'aller. Donc la personne qui vient de se mettre à vaper, qui essaye d'arrêter de fumer, qui se retrouve avec ses collègues, voilà, il voit son collègue en train de se fumer une clope, et forcément ça va pas l'aider, en tout cas dans son arrêt. Après, au niveau de la TPD, moi de ce que j'ai pu remarquer, c'est que ils étaient à la fois rassurés sur certaines choses qui sont très positives, comme la traçabilité des liquides, etc. S'assurer que ce soit de bons ingrédients qui soient utilisés, de qualité pharmaceutique. Et ensuite, ils sont comme nous embêtés par les 2 millilitres, tout ce genre de choses, quoi. Yannick, Sébastien, vous êtes très proche des consommateurs finalement à travers vos métiers. Toi Yannick, j'imagine que quand tu prends des photos, tu discutes quand même avec les personnes que tu as en face de toi. Quel est à toi ton ressenti Yannick et toi aussi Sébastien vis-à-vis de tes reviews et des retours tout simplement des personnes qui regardent tes vidéos? Comment tu perçois les choses aussi Par rapport à mes reviews, je suis assez d'accord avec Pascal. L'évolution qu'il y a eu dans la cigarette électronique fait que maintenant les gens à qui je parle sont déjà convaincus en fait. Et donc ça c'est un problème, j'ai plus besoin de les convaincre, ils viennent sur ma chaîne pour découvrir des choses, mais j'ai plus besoin de les convaincre. Donc effectivement il y a clairement une scission qui a été faite. Je comprends les marques, puisque j'en suis une aussi, où on essaie de suivre le mouvement. Mais il y a clairement les fumeurs qui cherchent, désirant de arrêter ça, je pense, été oubliés par ce mouvement-là. Donc effectivement, c'est vrai que c'est bien de revenir aux bases, parce que si on pose la question à plusieurs shops, quand tu demandes à des shops normaux, c'est pas les gars comme nous qui faisons le fonds de commerce. Nous, on fait nos coils, ça nous coûte rien, on fait du dry, ça nous coûte rien. C'est la personne qui vient acheter ses 5 fioles de menthe, qui vient acheter ses résistances, qui fait fonctionner les shops. Donc effectivement, le ressenti c'est un petit peu perdu et du coup un petit peu ovni, c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs, moi j'en reparle, viens au salon, etc. Et les retours qu'on a pu voir dans les films aussi, c'est ils nous voient, ah tu vapes sur quoi, ouais j'ai un quadruple twisted machin, voilà, déjà le gars il va arrêter de fumer, tu lui montres un truc comme ça et il te dit allez je vais chercher mon paquet de Camel, c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc effectivement je les sens oubliés. Voilà, moi je les sens oubliés. Et donc du coup je rebondis sur un truc que tu as dit tout à l'heure où je suis pas complètement d'accord avec toi. C'est ça, on est là pour débattre. Par rapport à la publicité, pour se protéger, effectivement, si on est tous au même niveau, je parle de l'industrie du tabac, c'est un plus. Par contre, je pense que demain, l'industrie du tabac sort un produit correct, propre, qui veut faire une grosse campagne de pub. Je parle vraiment d'un produit qui sauve des vies, hein, pas un truc qu'ils ont modifié, et qui veulent faire une campagne de pub. Ben moi je suis d'accord et qu'ils y aillent. Pourquoi? Parce que eux ils touchent les fumeurs justement en bureau de tabac. Et donc une grosse campagne comme ça pourrait les faire venir chez nous. Moi je l'ai souvent dit par rapport à Vibe et tout ça. Au moins le fumeur il voit un truc comme ça, c'est pas top, je suis d'accord avec ça. Pour nous, c'est pas top. Peut-être que pour lui qui fume sa clope, c'est déjà mieux. Mais au moins, il va se poser la question. Et il va aller poser des questions à des vapoteurs qui verra plus comme des gens bizarres puisqu'il a déjà touché ça un petit peu du doigt. Il va aller sur internet, il va tomber sur mes vidéos à moi, il va tomber sur des vidéos du salon et c'est là je pense qu'on peut récupérer. Donc c'est pour ça que je suis pas complètement Non mais je suis d'accord avec ce que tu dis et l'expérience te donne raison. C'est-à-dire que la dernière campagne de l'industrie, enfin des produits de la vape de l'industrie du tabac, je crois que c'était Logic Pro. C'est vrai que ça a été la première fois qu'il y avait une campagne d'affichage nationale sur un produit du vapotage. Et les retours des professionnels, c'est que ça a ramené plein de monde dans les boutiques de cigarettes électroniques. C'est vrai. Et toi de ton côté Yannick? Alors moi c'est marrant parce que généralement les gens que je photographie, vu que j'essaye quand même d'être le plus disponible pour les vapoteurs, ça va être donc généralement soit sur des salons, soit pendant des vapéros. Bon, pendant des vapéros on est plus susceptible de rencontrer des débutants qui sont invités parce qu'ils ont arrêté il y a une semaine de fumer. Mais c'est pas non plus la majorité. Là où j'ai senti quand même et où j'ai eu des retours très drôles, c'est maintenant depuis que le livre est sorti et que forcément ça fait partie de mon book. Je ne travaille pas que dans la vape, je fais de la photo entre guillemets ordinaire si on veut. Et c'est plus, j'ai eu encore un retour hier d'un client de mariage qui me dit « Ah, t'as sorti un livre ?» J'ai dit « Oui, je suis même au salon pour le présenter. » « Comment ça, il y a un salon? Ça marche ça la vape ?»
Il est fumeur, hein. Donc c'est quand même plus là où je vais aussi avoir quelque part un impact qui me rend fier, c'est-à-dire je peux expliquer à des personnes qui n'ont rien à voir avec le domaine, qui n'ont peut-être pas la chance d'avoir des vapoteurs autour d'eux, hein. Il y en a beaucoup encore. La preuve, le nombre de fumeurs en France est quand même assez important. Et des gens qui ne sont jamais posé la question, donc par rapport à eux, j'explique, je montre déjà les images qui voient que c'est pas qu'un phénomène qui touche les 18 à 25 ans, hein. Parce qu'on pourrait dire, ouais, c'est un truc de jeune, machin. Non. Justement, c'est tout le contraire. Ça touche tout le monde, tous les gens qui sont addicts à la clope. Donc c'est là où j'ai plus senti un impact et où là aussi où j'ai senti toute cette désinformation qui a porté ses fruits. On en parlait juste il y a 5 minutes. Mais c'est toxique, mais c'est ceci, mais c'est cela. Et voilà, il y a moyen vraiment d'expliquer. Parce que je dis tout simplement, est-ce que tu penses vraiment que je sors un livre là pour montrer des belles personnes qui vont crever d'ici 2 ans? Comme projet artistique, ça serait osé, on va le dire comme ça, mais c'est quand même pas le but. Enfin, j'ai pas envie de me suicider professionnellement, clairement. Donc c'est plus là où j'ai senti cet impact de gens complètement neutres et en dehors du domaine. Parce que malheureusement, et heureusement en même temps, les gens que je photographie ont quand même une certaine conscience déjà de ce domaine-là. Et moi, mon but, c'est quand même de les faire participer en disant, est-ce que tu veux faire quelque chose pour la vape? Est-ce que tu veux prêter ton image pour défendre ce domaine-là? Voilà. Merci. Pour toi, Jean-Philippe, quelle est ta perception au niveau du consommateur, même si tu bosses en direct avec des professionnels? J'imagine que tu t'intéresses quand même beaucoup au retour terrain sur la consommation des produits que tu vends. Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui au niveau de ces consommateurs? Alors, ouais, je rebondis sur ce que disait Jean, c'est que la Logic a été un formidable accélérateur de démocratisation de la cigarette électronique. Moi, j'ai eu beaucoup de magasins qui nous ont dit que c'était très positif. Donc sur ce coup-là, après, qu'est-ce que je veux dire? Je suis un peu fatigué là, c'est un peu la fin du salon, hein. Mais C'est chaud là. ce qui est dommage et ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir des actions artistiques, on peut parler de façon librement. Voilà, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est le débat, comme disait Stéphane tout à l'heure. On ne peut pas avoir la pub ou pas la pub. Bon, c'est un premier problème, je suis d'accord, mais je pense qu'il y a des façons de distribuer parce qu'on a des réseaux de gens compétents qui sont présents sur le terrain, donc je ne suis pas inquiet. Moi, ce qui m'inquiète, voilà, c'est de véhiculer une bonne image de la vape et les bonnes informations, parce que c'est vrai que c'est dramatique ce qu'on entend en France. Quand vous traversez la Manche, vous allez en Angleterre, le ratio il est complètement différent. Je veux dire, si vous n'entendez pas ça, c'est ceux qui disent que la vape, c'est aussi au moins autant nocif que la cigarette, voire plus, se font passer pour des abrutis, alors qu'en France, c'est le contraire. Donc moi, je suis plus inquiet là-dessus. Et je ne sais pas quels vont être les relais sur cette communication, on va dire, plus médicale, plus... voilà. Après, il y a quand même des actions qui sont faites via la FIVAP. On va enfin parler via... C'est quoi quelles associations? C'est J'arrête de fumer ou... Enfin, ils vont commencer par la cigarette électronique, enfin, pour ceux qui demandent conseil au sevrage du tabac. Donc, Alors, ça, c'est sûr que depuis le sommet de la vape, on a ouvert une discussion avec le ministère de la Santé, qui est donc le ministère en charge des produits de la vape. Dans d'autres pays d'Europe, c'est pas comme ça, ou ça peut ne pas être comme ça. En France, c'est le ministère de la Santé. En soi, c'est une bonne chose, parce que la cigarette électronique, c'est un outil d'aide au sevrage tabagique et un outil de santé publique également. Donc on a les bons interlocuteurs en face de nous. C'est un ministère qui est fermé à l'industrie du tabac, et ça c'est c'est contractuel, ce sont des engagements qui sont dans la loi. Et nous discutons avec eux. Donc déjà, même si la directive européenne nous assimile de facto à un produit du tabac, notre interlocuteur ne le fait pas. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on a mis, une relation qu'on a mis longtemps à construire et qui aujourd'hui débute et plutôt pas mal. Il ne faut pas oublier que on nous dit souvent pourquoi vous attaquez pas en justice la directive, etc. Effectivement, on pourrait. Il y a des choses qui sont très attaquables, mais au titre de la fédération interprofessionnelle, et on a aussi des objectifs qui doivent être raccords avec la réalité du terrain et des affaires. On ne peut pas passer toute notre vie à se battre contre la loi et à s'enfermer dans des procédures juridiques, alors qu'en expliquant les choses, on arrive parfois à avoir un contexte politique qui est suffisant, qui coûte cher, mais pas trop, avec des dispositions comme celles qu'on évoquait au début sur le matériel ou les réservoirs, la taille des réservoirs.
et qui nous permettent après de passer à autre chose. Ça, c'est une ligne politique qu'on a conduite dès le début et depuis le début et qui continue aujourd'hui, qui n'exclut pas les possibilités de recours en justice si jamais il y avait, entre guillemets, des trahisons dans cette relation qui est encore fragile. Mais voilà, aujourd'hui, c'est notre position. Il y a une donnée qui va changer quelque chose, voilà, les contraintes imposées aux professionnels par la TPD, je vois le titre de la conférence, il y a quand même pas mal de données qui vont changer, notamment une sorte de délégation de pouvoir qui va être faite de la part des ministères aux associations du secteur, donc notamment les associations anti-tabac qui sont des historiques, soit du sevrage, enfin principalement du sevrage, je le dirai pourquoi après, une délégation de pouvoir qui va faire que ces associations vont pouvoir attaquer les professionnels. Ça, c'est une dimension qui est extrêmement importante et dont on ne parle pas souvent. Et à l'avenir, je dirais les sanctions ne viendront pas forcément d'un contrôle ou d'un ciblage spécifique du ministère ou des pouvoirs publics. Ça sera des associations qui vont porter plainte parce qu'elles en ont le droit, parce qu'on leur a donné le droit, qui porteront plainte et qui diront « cette société ne respecte pas telle disposition de la loi tabac. Cette société fait de la publicité. Les descriptions ne seront pas conformes à ce qu'il est autorisé de faire. » Donc ça va créer un maillage juridique qui sera assez bordélique et j'espère que dans un avenir proche, on va arriver à tisser un dialogue constructif avec ces associations pour leur faire comprendre qu'on a les mêmes objectifs et qu'il serait absolument ridicule de charger les professionnels du secteur avec encore plus de contraintes et des soucis juridiques. Jean, je t'interromps juste 30 secondes. Est-ce que les associations peuvent attaquer d'autres associations ? Je pense que c'est possible, ouais. Je pense que c'est possible. Il faut qu'il y ait quand même un terrain solide. Il faut qu'une association ait dit des trucs moches sur l'autre, par exemple. Mais aujourd'hui en France, les associations anti-tabac, c'est quand même des organismes qui sont financés par l'État, qui sont subventionnés. C'est pas notre cas. Nous, on doit gagner notre argent à la sueur de notre front. Je dis pas que c'est pas difficile de faire un dossier de subvention, hein, mais on doit quand même employer des gens, etc. Et il y a quand même deux tendances. Il y a celle, on parle de ça depuis le début, mais il y a la tendance du sevrage total. Ça, c'est un peu la posture des gens qui n'ont jamais fumé, qui n'ont pas connu d'addiction et qui disent bah, tu fumes, bah, vas-y arrête, t'as qu'à arrêter. C'est une affaire de volonté. Non, c'est pas une affaire de volonté, on le sait tous. S'il suffisait d'avoir de la volonté, on fumerait pas. Parce que de la volonté, dans notre quotidien, on en a tous. À plein de moments de la journée, on fait preuve de volonté. Quand il faut se lever le matin, par exemple, on fait preuve de volonté. Bah voilà. Et ça, on en a tous de la volonté. Et même les gens qui ont une énorme force de caractère, des fois, ils sont déprimés parce qu'ils font un essai d'arrêt tabagique et ils n'y arrivent pas. Ils me disent, pourtant, je me connais, je sais que j'ai de la volonté. Dans les affaires, dans ma vie professionnelle et familiale, j'ai de la volonté, je lâche rien. Mais là, j'ai tenu 3 mois et j'ai repris la clope et je ne sais pas pourquoi. Et donc, ce n'est pas une affaire de simple volonté. Le sevrage, ça n'est pas la solution. Les autres associations, c'est celle de la réduction du risque, qui sont des gens progressifs et qui n'ont pas du tout la même vision sur la lutte contre les addictions, et qui, eux, disent, quand il y a une solution qui permet de ne plus fumer de tabac, mais qui permet de faire autre chose qui est moins nocif, alors bien sûr, il vaut mieux respirer de l'air pur que vapoter, mais il vaut mieux vivre à la montagne que vivre à Paris, ou faire du vélo derrière un bus, non, ça marche pas non plus, c'est mauvais pour la santé, pourtant, ben, on vit comme ça. Et bien ces gens-là, ils ont rejoint notre combat. C'est ce qui s'est passé au sommet de la VAP. Et ce sont des professionnels de santé qui ont un historique très long dans ce genre de domaine, cette lutte dans la réduction des risques, qui ont eu permis par exemple qu'il y ait des seringues gratuites en pharmacie. À l'époque, il y a eu un débat de société sur faut-il favoriser l'accès aux seringues aux toxicomanes qui s'injectent de la drogue. Il y a eu un débat de société là-dessus. Aujourd'hui, personne ne remettrait en question que quelqu'un qui s'injecte de la drogue, il vaut mieux qu'il le fasse avec une seringue proc qu'un truc qu'il a récupéré de son copain. Aujourd'hui, il n'y a plus de problème d'hépatite dans l'injection de drogue. C'est un truc qui va être géré dans des salles de shoot. C'est pareil, réduction des risques. Donc je pense qu'il y a beaucoup de chemin à faire dans nos relations avec ces acteurs du paysage politique, du paysage social, pour qu'on puisse trouver une position qui soit au moins progressiste et qu'on ne se fasse pas attaquer par des associations avec lesquelles on partage des objectifs finaux qui sont identiques, à savoir offrir 10 ans de vie de plus aux Français qui sont fumeurs et qui sont enfermés là-dedans. Merci Jean. De ton côté, au niveau de la consommation, comment ça se passe vis-à-vis des Novap? Je sais qu'il y a un espèce de hit control. Comment tu vois aussi ce côté-là en termes de consommation? Est-ce que tu penses que le produit que tu développes est susceptible d'aider? Comment tu vois les choses et quels sont les retours des consommateurs qui ont pu essayer?
Alors nous on est parti sur une approche un peu différente où l'idée était plus de mieux gérer en fait sa consommation de nicotine tout au long de la journée, d'où l'utilisation d'un double réservoir de notre produit qui vous permet de gérer la concentration en nicotine. Alors au niveau des utilisateurs, donc il y a deux avis. Pour les vapoteurs confirmés qui ne fument plus depuis déjà plusieurs années, eux ils voient le côté comment dire, récréatif, ils sont déjà convaincus en fait par la vape, donc ils savent qu'ils vont pas s'y remettre, mais ça va leur permettre d'avoir le plaisir qu'ils pourront avoir à chaque instant de la journée. Et ensuite il y a tous les primo-accédants qui eux par rapport à leur avis c'est bah ouais c'est génial, je vais enfin savoir la quantité de nicotine que j'inhale et je vais pouvoir surtout la maîtriser. Alors après il y a ce côté automatique aussi qu'on a développé qui permet de diminuer progressivement l'apport en nicotine, et c'est tout un côté plus orienté vers la santé, et là pareil les primo-accédants applaudissent ça parce que c'est enfin quelque chose qui va un outil qui va leur permettre, sans se prendre la tête, sans avoir de choses compliquées à faire, de diminuer et sans qu'ils s'en rendent compte. Donc c'est vraiment ça l'intérêt. Merci Julien, merci à tous. Avant de clôturer cette conférence, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Bon, déjà, bonjour tout le monde. Moi, j'ai un petit problème qui me gêne. Dans ma région, il y a beaucoup de tabac qui affiche librement un énorme sticker avec écrit « Vente de cigarettes électroniques ». Pourquoi pas nous ? Moi, j'ouvre mon magasin et j'ai pas le droit à communiquer sur mon ouverture, à rien faire. Donc, j'ai du mal à comprendre ce système de tabac qui vendent de la AIO, qui ne conseille pas, et nous, on n'a pas le droit à la visibilité. Donc j'aurais voulu savoir qu'est-ce qui va en être pour les tabacs. Il y a une réponse légale qui s'applique aussi bien au tabac qu'aux magasins spécialisés de produits du vapotage. C'est que c'est interdit de faire de la publicité en dehors des affichettes non visibles de l'extérieur, d'un format de 50 par 70 cm. Je pourrais faire une petite synthèse des contraintes imposées aux professionnels par la TPD si vous voulez à la fin, parce que j'ai répondu à plein de questions. Donc c'est interdit de faire de la publicité, on a le droit d'avoir une vitrine, on a le droit de mettre sur la devanture du magasin qu'on vend des produits du vapotage. Il faut juste plus faire de référence au tabac. Donc si le nom il contient SIG ou fume, etc., ça va plus être possible, il va falloir changer de nom de boutique, c'est assez douloureux mais il faut l'envisager. Et donc c'est des bureaux de tabac qui sont dans l'illégalité depuis le 20 mai 2016. Et voilà, je pense qu'eux aussi bénéficient de cette période un peu transitoire qui profite bien à nos shops parce qu'il faut qu'on imagine des solutions, il faut qu'on crée des enseignes, il faut qu'on change de nom. Donc pour le coup, c'est vrai que c'est un petit peu injuste quand on essaye de suivre les règles à la lettre, et c'est une très bonne chose de voir un bureau de tabac qui l'affiche en grand, mais à terme, eux non plus ne pourront plus faire ça, et je pense que l'année prochaine, ça va commencer à se mettre en place. Après, il vaut mieux un peu faire les bons élèves là-dessus pour éviter d'attirer des contrôleurs de la DGCCRF dans toutes les boutiques de France. Eux-mêmes ont beaucoup de travail et nous aussi, on a mieux à faire, donc il faut commencer à réfléchir. Et puis ça peut permettre de faire un peu de rebranding dans la boutique. Finalement, toutes les contraintes, il faut en faire des défis. C'est triste à dire, on aime bien être en situation de confort des fois, mais je pense que le marché il reste ouvert, il reste très concurrentiel, et c'est bien de prendre toutes ces questions-là comme des défis, d'essayer de le faire le mieux possible, de façon astucieuse, pour rouler sur ces changements légaux comme si on avait un gros 4x4, c'est une bosse, puis on passe par-dessus et après on peut continuer à faire de la route, quoi. Une autre question ? Ouais, bonjour. J'étais un tout petit peu surpris tout à l'heure par l'enthousiasme de certains professionnels vis-à-vis de la TPD. Et surtout, j'étais très surpris que quand on vous applique quelque chose qui vous enlève une capacité, parce que quand on parlait de publicité, c'est un investissement qu'une entreprise fait pour créer du business, que personne n'ait l'idée de demander une compensation en fait. Juste pour info, de mémoire, Red Bull, quand il y a eu des attaques du ministère, la compensation qui était demandée, c'était 300 millions d'euros de cet ordre-là. L'autre chose, et c'était plus informatif, c'est juste quand vous parliez tout à l'heure de dénigrement, je vous rappelle que c'est toujours quelque chose qui est interdit, et donc normalement, non pas pour les gens comme nous, consommateurs, mais pour les professionnels,
Quand quelqu'un dénigre votre produit, c'est un délit et vous pouvez les poursuivre et demander réparation. Et je suis très surpris par le peu d'agressivité des professionnels de la vape qui se prennent des agressions dans la tête sans arrêt, qui ne demandent jamais de compensation personne. Sur les sujets extrêmement polémiques qui justifieraient des montées au carton en justice, c'est vrai que les pros, ils sont quand même souvent obligés de faire la part des choses parce qu'ils ont d'énormes contraintes derrière, contraintes industrielles, commerciales, etc. Et c'est vraiment difficile de mener tous les combats qu'on voudrait. Et le processus chez les pros qui s'est passé, ça a été quand même de faire leur deuil. C'est-à-dire qu'il y a une partie de ce qui était dans cette directive qui a mis environ 18 mois à être acceptée, de se dire par exemple, en 2017 on ne pourra plus faire de flacons en 20 ml. Ça a mis 18 mois avant de l'accepter. Et puis au bout d'un moment, on se fait à l'idée, parce que le 10 ml il est écrit dans la loi européenne. Et il va être transposé dans tous les pays d'Europe. Et pour le coup, ça c'est vraiment noir sur blanc. Et on a essayé pourtant. On a essayé de dire c'est pas normal, etc. Il y a plein de trucs sur lesquels c'est passé. Parce qu'on a dit là-dessus, il y a moyen d'interpréter le texte et de le transposer de façon pas trop dégueulasse. Pour que ça soit plus de bon sens que si vous le fassiez de façon littérale. Mais sur certains points qui sont extrêmement explicites, comme le 10 ml, là-dessus, le gouvernement français ne veut pas se mettre mal avec l'Union européenne parce que derrière, il y a des attaques. L'organisation en elle-même, elle est complètement pourrie. On se rend compte qu'on n'a plus de liberté. On est obligé de transposer dans nos lois nationales un truc qui est un peu nul. C'est moche, mais en même temps, c'est comme ça. Ça fait plusieurs dizaines d'années que ça dure. Donc, pour le coup, il faut choisir ses combats et à un moment il faut se résigner pour pouvoir dépasser l'idéologie et revenir sur le terrain. Et ça c'est dur à faire et ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ce qui s'est passé. Et on a parlé de la TPD, on a dit la TPD c'est bien, c'est pas ce qu'on voulait dire. C'était évidemment un cadre légal rationnel, c'est important et c'est ça qui permet de construire des relations business à long terme. Mais si on revient sur la jeunesse de cette directive, moi je pense qu'il y a des reportages à faire là-dessus. Ce qui s'est passé à l'Union européenne il y a 2 ans et demi, c'est vraiment moche. C'était quand même anticipé par rapport au potentiel final du produit, c'était beaucoup trop tôt. Ils se sont servis de cette directive tabac pour mettre les produits du vapotage et les énergies qu'il y a eu derrière, le lobbying infâme qu'il y a eu derrière à Bruxelles, ça, je doute qu'on puisse faire toute la lumière dessus un jour, mais c'est une des plus grosses arnaques de l'histoire. Une autre question ? Bonjour. Moi, ma question, c'était pour savoir si sur les grandes bouteilles de 20 ou 30 ml, sans nicotine, est-ce qu'on pourra toujours les vendre ou pas ? Alors, le liquide en zéro sans nicotine n'est pas concerné par les dispositions qui transposent la directive, puisqu'elle ne concerne que les produits qui contiennent de la nicotine. Donc, les bouteilles de liquide sans nicotine pourront rester volumineuses, ne devront pas être notifiées, ne devront pas souffrir d'un coût de notification. Je pense d'ailleurs que les professionnels doivent proposer des liquides sans nicotine dans des formats importants afin ne serait-ce que les professionnels en boutique puissent avoir des vitrines qui ont de la gueule. Voilà, c'est ça mon avis. Merci beaucoup. Une autre question ? Bon, il n'y a plus de questions. Pardon, une dernière. C'est le moment, il faut y aller. Notification, étiquetage, tout ça, allons-y. Alors, par rapport à l'écologie, le fait de passer de 30, 100, 110 à 10 ml, la personne qui a une énorme consommation et qui va acheter que des fioles de 10 ml, comment ça va se passer d'un point de vue écologique ? C'est nul. On est bien d'accord là-dessus, on est Non, bien. C'est nul. C'est absolument nul. Je vais faire une réponse un peu lapidaire, on est dans un monde cynique. L'écologie, on n'y a C'est pas cynique. pensé. La santé, on s'en fout. Non, mais faut dire ce qui est. C'est complètement ridicule. On est, on dans est un vraiment monde dans cynique. une vision où Ouais. l'écologie commence à prendre vraiment son ampleur. On commence à vraiment soucier de la planète. Et on veut nous mettre des conditionnements à 10 ml qui engendrent les gros consommateurs de liquide comme nous, on peut l'être maintenant. On va se retrouver avec des montagnes de 10 ml. On n'aura pas de bande de recyclage, je suppose. Donc ça va être curieux. Autant pour le die, ça va être bien, mais même pour c'est juste pour ça, quoi. En plus, même pour la sécurité, même pour la sécurité des gens, parce que si vous êtes dans un bureau, si vous devez recharger votre cigarette électronique, vous êtes dans des conditions sanitaires qui sont
qui sont bonnes. Après, si vous êtes sur un chantier ou avec un marteau-piqueur et puis vous voulez... tant pis pour lui, quoi. Donc, En voilà. plus, la mise en déchet d'un flacon de liquide souillé qui contient de la nicotine, c'est la poubelle qui part à l'incinérateur. Hein, c'est pas... Non, mais C'est pas comme si on avait organisé la COP 21, un truc comme ça à Paris, je crois, en décembre dernier, non? Une autre question? Oui, bonjour. Vis-à-vis de la dangerosité de la nicotine, justement, quand on en parlait, il y a eu de nouvelles études. Est-ce qu'on ne peut pas agir là-dessus? C'est-à-dire que quand on voit que la nicotine, au début, qui était dangereuse même à des petits niveaux, maintenant qu'on sait qu'à 3, à 6, à 9 mg, on n'a quasiment plus de danger, comment on ne peut pas demander, je ne sais pas, hein, au ministère de la Santé de dire, voilà, du 0 jusqu'au 6, bouteilles comme on veut, et à partir du 6, bouteille de 10 ml. Est-ce que ça peut être envisageable? On est emmerdé avec ça parce que la question, elle est à la fois gérée par la DGCCRF, donc la tutelle, c'est le ministère de l'Industrie et des Finances, le ministère de la Santé pour les questions de directives européennes, et puis il y a aussi l'ECHA à l'échelle européenne qui gère la classification des produits toxiques comme la nicotine. Là-dessus, il y a évidemment énormément d'influences et de luttes qui se croisent. Nous, on est une nouvelle voie dans ce chapitre. Nous, on défend la nicotine. On veut que ça soit un produit qui soit, certes, avec certaines mises en garde de bon sens, parce que ça reste dangereux pour les enfants, mais qu'on puisse au moins s'entendre sur des étiquetages qui soient harmonisés entre les pays d'Europe. Et tout ça, la question de la classification de la nicotine est en débat à l'Union européenne. Ça impacte la DGCCRF et les relations qu'on a avec eux sur l'uniformisation des étiquetages sur la nicotine. Ça vient un peu polluer le débat. Donc il y a une nouvelle notice de la DGCCRF qui est parue là, il y a quelques jours, je crois que c'était au mois d'août, mais c'est passé totalement scred, et on l'a vu il y a 2 semaines, et qui dit que voilà, sur tous les produits nicotinés à partir de 2 mg par millilitre et jusqu'à 20, la limite légale en France, on ne peut mettre que le point d'exclamation. C'est déjà une bonne chose, puisqu'au moins on aura le même pictogramme sur toutes les étiquettes, et on ne se dira pas le 12 il est mortel parce qu'il y a une tête de mort, alors que le 6 il faut juste que je fasse gaffe. Là au moins il y aura le même pictogramme sur tous. Nous fabricants, c'est avantageux parce qu'on peut uniformiser les étiquetages, avoir des fonds d'étiquettes identiques, c'est plus pratique, on risque plus de faire d'erreurs puisque c'est le même pictogramme. Par contre, il y a encore des failles dans cette notice, notamment un choix qui est à la libre appréciation des fabricants, qui est de dire attention, nocif par contact cutané ou nocif par ingestion. La donnée de l'ingestion, elle est nouvelle dans le débat. C'est nous qui l'avons apportée aussi aux côtés du professeur Dotzenberg, parce que la classification CLP de la nicotine disait c'est nocif par contact cutané, alors que le vrai danger, il est dans l'ingestion. C'est si un gosse il boit une fiole de 19, c'est pas si on s'en met sur les mains, parce qu'après on se lave les mains, et de toute façon ça passe moins bien. Donc là-dessus, on a eu ce côté ingestion qui est revenu, mais on peut encore le choisir avec contact cutané. Donc il y a toujours. Oui, mais voilà, quand tu parles des enfants, bien évidemment qu'il ne faut pas qu'ils en ingèrent. Maintenant, quelle est la dangerosité, par exemple, d'une fiole de 3 ml ou de 6 ml, de 3 mg ou de 6 mg? Est-ce que là, voilà, est-ce qu'elle n'est pas très grande? Donc, si c'est pas très grand, pourquoi on ne serait pas sur des fioles, par exemple, de 0 jusqu'à 6, 8, j'en sais rien, après ça c'est des scientifiques, serait considéré comme non nocif, donc à 0, on reprend les notifications, hein, c'est-à-dire de dire à 0, voilà, et de faire jusqu'à 6 et plus, ou 8 et plus, voilà, interdit à moins de 10 ml. Est-ce que là, il n'y a pas un jeu que pourrait avoir la FIVAP par rapport au ministère de la Santé en disant, voilà, on retombe pas qu'à 0, on retombe jusqu'à 6 mg, on peut faire des bouteilles comme on veut, etc. Ça changerait un peu la vie à tout le monde, quoi. Bien sûr, c'est des suggestions qui seront faites dans nos rendez-vous prochains avec la DGCCRF et le ministère de la Santé, parce qu'on va enfin arriver à les réunir pour qu'on puisse parler d'une même voix. Maintenant, je sais que de leur côté, ils sont emmerdés parce que la question est débattue à l'échelle européenne sur la classification de la nicotine. Et quand ça se passe à l'échelle européenne, c'est une autre paire de manches pour discuter. Le problème aussi avec la nicotine, c'est que heureusement il est interdit de faire des tests sur les humains pour savoir à partir de quand c'est dangereux. Donc les lapins, les poissons, les crustacés et les rats, ça donne une idée qui est assez précise et qui déclasse quand même le produit, et il est moins dangereux qu'on l'imaginait au début. Mais sur les humains, ça reste une incertitude, donc il y a un principe de sécurité, de précaution qui doit s'appliquer. Là, ça va. Franchement, c'est un combat qui va se mener début 2017 et sur toute l'année, je pense. Maintenant, il y a déjà eu un changement, il est acté, il n'est pas si mal, il faut qu'on s'y fasse.
Et puis après, sur l'adaptation où on déclasse la nicotine de 0 à 6 mg et qu'on nous permet de faire des grandes bouteilles, c'est une super idée et il faut qu'on l'apporte. Moi, On vous fait confiance. j'ai une question à vous poser. Ah oui, est-ce que vous avez évalué l'impact de cette TPD sur le coût, sur le prix et la répartition entre consommateurs, distributeurs, producteurs? Est-ce que ça va diminuer le pouvoir d'achat des vapoteurs, tout simplement? Alors, et deuxième question derrière, est-ce que vous avez commencé à engager des conversations avec le ministère de la Santé ou la DGCCRF sur le principe de taxe qui est très probable que ça arrive par la suite? Bien sûr, bien sûr. Alors, déjà pour répondre à la deuxième question sur la taxation, s'il y a discussion, ça ne sera pas avec les pouvoirs publics français dans un premier temps, ça sera à l'Union européenne. Parce qu'il y a déjà des réunions et des groupes de travail qui sont organisés à l'échelle de l'Union européenne sur la taxation des produits du vapotage. L'argumentaire qui est déployé par les sociétés du tabac, c'est de dire on n'y comprend plus rien avec cette TPD, il y a des législations qui sont différentes dans tous les pays. Nous, on propose d'unifier les choses en mettant une taxe sur les produits du vapotage qui soit identique dans tous les pays. Voilà, c'est ça leur argumentation et ça vient de commencer. C'est la deuxième réunion, on y était. On n'était pas nombreux. Et c'est vraiment leur argumentation. Et ils disent c'est une solution pour qu'on permette aux consommateurs de s'y retrouver. On va taxer les produits du vapotage de la même manière dans tous les pays de l'UE. Donc ça, c'est un gros combat qui s'annonce. La première question, c'était sur les coûts, l'impact du coût au niveau du consommateur. Ouais. J'ai des inconnus dans l'équation, c'est la réaction des consommateurs au nouveau conditionnement en 10 ml. Là-dessus, évidemment, le prix va augmenter. Mais il n'augmentera pas de manière visible, puisque un 5,90, un liquide 10 ml à 5,90, il vaudra toujours 10 ml, il sera toujours à 5,90. Peut-être 6,10, 6,20, 6,30, selon les stratégies des fabricants. Il y en a qui vont peut-être reporter une partie du coût sur les consommateurs. Nous, on ne va pas le faire, ce n'est pas l'objectif. Par contre, un liquide qui était à 25 € en 50 ml, donc qui vaut 4,90 € les 10 ml, il va passer à 5,90. Donc sur les liquides à forte proportion de glycérine végétale, les choses qui se consomment en grand volume sur des drippers, etc., là-dessus, évidemment, il va y avoir une augmentation mathématique. Mais elle est principalement due au coût du travail que ça représente. Parce que la plus grande partie du coût d'un liquide, c'est quand même de visser le bouchon, de mettre le dropper, de le remplir, de s'assurer qu'il y a la traçabilité, de coller l'étiquette correctement, de coller un triangle, de le regrouper dans une boîte de 10, de le mettre avec tous ses copains, d'envoyer, etc. Donc là-dessus, ça va forcément impacter le prix, mais ça ne sera pas des nouveaux prix. Les liquides ne vont pas passer à 19 € ou 7,50 €. Je pense d'ailleurs à ce sujet qu'il va y avoir une réévaluation des consommations de nicotine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas dripper du 3. Tu achètes ton 10 ml pour dripper du 3, tu flingues la fiole en 2 jours. Et tu vas consommer du 6 ou du 9 dans un reconstructible. Et tu vaperas moins, mais tu compenses avec la nicotine. Au final, ton corps te demande toujours la même dose de nicotine. En dripper, tu prends 10 fois plus de vape. Au final, le calcul, il se fera plus en faveur d'une consommation raisonnable de produits. Ce que je trouve pas totalement ridicule au regard de la santé publique au final. Moins on inhale de produits, mieux on peut se dire que c'est, quoi. Donc voilà, c'est la tartine de Nutella et le pot de Nutella, c'est mon image préférée. Oui, bonjour, j'avais une petite question. On parle beaucoup de la nicotine comme l'ennemi principal, encore et toujours. Encore et toujours, on parle de la nicotine comme la cible principale. Et aussi, on parle de plus en plus des traitements préventifs des maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou Parkinson grâce à la nicotine. Tu entends? C'est bon? Et je me demandais comment les autorités de santé vont pouvoir gérer ça s'il s'avère que ce traitement est efficace contre ces maladies qui sont de plus en plus prégnantes dans la société. C'est pas une question pour Jacques Le Ouezec, ça? Ce serait possible, ça. Joker? Franchement, Joker là-dessus. De toute façon, c'est comme, je sais pas moi, dans certains pays, ils vont autoriser l'usage médical de la marijuana. C'est pareil, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils se rendront compte que c'est vachement utile pour les gens qui ont le cancer, que ça leur donne l'appétit et que ça apaise les douleurs? C'est pareil, c'est des progrès qui sont sociétaux. Et sur la nicotine, de toute façon, l'accès il est relativement libre puisqu'il suffit d'acheter une gomme à mâcher dans une pharmacie. Bon,
Oui, oui, non, mais il y a plein d'usages. Après, moi, je sais qu'il y a des personnes dans le game qui sont beaucoup plus expertes sur ces sujets-là que moi. Alors, il est temps de clôturer cette conférence. Je vous remercie tous pour votre venue. Donc, nous étions avec Stéphane Delia de la société Titanide, donc avec Jean-Philippe Planchon de la société My Vapors Europe, avec Yannick Driver des Visages de la Vape, avec Jean Moiroux de FU et président de la FIVAP. Nous étions avec Sébastien Sirguet, donc de Seb et les Vapes et aussi aromaticien. Nous étions avec Pascal Bouchet de la Tribune du Vapoteur. Et nous étions avec Julien Abulfeda de la société Enovap. Aussi, merci de clôturer cette dernière conférence avec nous. Et merci à toute l'équipe du Vapexpo qui nous a permis donc, de pouvoir nous exprimer au long de ces 3 jours sur ce superbe salon. Merci à tous. Avait à l'époque entraîné une confusion et c'était aussi une peur assez légitime de voir la capacité des réservoirs limitée à 2 millilitres. Il y a eu des différences selon la traduction des différents textes de la directive, que ce soit en français, en anglais ou dans les autres langues de l'Europe, qui a pu laisser penser que la taille des réservoirs serait limitée à 2 millilitres. Il y a des États membres qui se sont laissés avoir et qui vont ou qui ont déjà limité la taille des réservoirs à 2 millilitres, ce qui est dans l'absolu complètement stupide. On est tous d'accord avec ça, je crois. La grande chance d'une part, la traduction en français et la lecture qu'on en a faite et la lecture qu'on a poussée auprès des pouvoirs publics, c'est que cette capacité des réservoirs ne concerne finalement que les produits qui contiennent de la nicotine, donc les cartouches pré-remplies. C'était en plus la volonté initiale de la directive que de limiter la taille des réservoirs pré-remplis à 2 millilitres. Donc en France, on a évité aussi cet écueil et les réservoirs pourront continuer à faire plus de 2 millilitres, ce qui, dans un objectif de sécurité, est bien meilleur puisqu'on a moins souvent à faire un acte de remplissage, donc à ouvrir une bouteille, à transférer du liquide, etc. Ça, c'est déjà 2 avancées qui sont validées. C'est 2 excellentes nouvelles. Après, il y a d'autres petits points précis qui sont assez positifs, comme une formulation dans un des décrets qui concerne le matériau des flacons de recharge. Donc là, c'est pour les e-liquides. Il est dit que les flacons doivent être protégés du bris, quel que soit le matériau choisi. Donc ça laisse effectivement la possibilité aux fabricants d'utiliser tous les matériaux à condition qu'ils ne se cassent pas. Donc, on prend comme référence certains aspects de la norme sur les liquides qui impliquent que les flacons ne doivent pas se casser si on les laisse tomber par exemple de la hauteur d'une table. Donc ça laisse aux fabricants la possibilité d'utiliser des flacons en verre. C'est une petite liberté qui évidemment ne va pas changer la face des produits du vapotage, mais qui a son importance parce qu'elle permet d'offrir des possibilités dans le marketing pour l'explitique et législative qui font que la directive n'a pas pu être et ne sera pas transposée une seule fois clairement dans un seul texte légal. Il n'y aura pas de petit arrêté ou de décret parfait qui synthétiserait toutes les informations qu'on aurait à avoir pour pouvoir se lancer dans les produits de la vape ou se convertir à cette nouvelle réglementation des produits de la vape. Il y a plutôt une kyrielle de documents qui ont été comme ça publiés en cascade. Ça rend les choses un petit peu difficiles pour s'y retrouver. C'est pour ça qu'on est aussi ici, pour offrir une lecture limpide au maximum de nos capacités de la situation. Il reste encore des textes à publier, sur notamment les délais transitoires qui sont prévus. Il y a des avancées qui sont faites de notre côté par la FIVAP parce que nous sommes en relation assez constructive avec le ministère de la Santé et qui sont des points qui sont difficiles à acter aujourd'hui puisque c'est des négociations qui ne sont pas terminées. C'est un peu des négociations, il faut le dire, hein, et qui font que les choses sont encore en suspens sur certains points. Au niveau des contraintes, c'est assez variable. Le premier point d'intérêt et dont on peut parler aujourd'hui, ça concerne le matériel notamment, puisque a priori et selon, sauf accident violent de parcours, le matériel ne sera pas concerné par la procédure de notification, puisque toutes les dispositions législatives françaises concernent
les produits qui contiennent de la nicotine. Je sais qu'il y a certains pays d'Europe qui vont complètement rentrer de plein pied dans cette confusion et qui vont demander des procédures de notification et la position d'avertissement sanitaire sur des produits qui ne contiennent pas de nicotine, qui sont les batteries par exemple. Donc écrire un avertissement, ce produit contient de la nicotine, une substance addictive sur une batterie, c'est évidemment ubuesque. Et ça, on a eu des gens aussi qui étaient assez compréhensifs et on a aussi su bien l'expliquer. Donc il n'y aura pas de notification sur le matériel. De même, la formulation dans la directive qui sont très intéressantes. J'imagine que tout ça implique des coûts. Je sais aussi que cette transposition de la réglementation, elle est faite dans différents pays. Comme tu dis, manifestement, il semble que la France ait une bien meilleure transposition de cette réglementation parmi les pays européens. J'ai envie de dire, au niveau de ces coûts, de ce qui est prévu, quels impacts aujourd'hui ça peut avoir pour vos entreprises? Comme tu peux le dire aujourd'hui, tu nous dis que le matériel n'est pas concerné, mais j'imagine que des sociétés comme MyVapors, des sociétés comme Titanide ou encore comme Enovap, qui sont justement sur des problématiques de matériel, ont peut-être des difficultés à s'expandre en Europe. Stéphane? Oui, bien sûr, c'est vrai qu'on a été assez rassuré pour ce qui se passe en France, mais vu que certaines sociétés exportent, il y a une grosse incertitude sur le coût des notifications en Europe, et puis ça va forcément créer des déséquilibres entre les différents pays. Et aujourd'hui, on ne sait pas encore précisément quel coût pour quel pays, donc ça va être des investissements supplémentaires, et ce déséquilibre, il est vraiment pas bon pour l'évolution du matériel, c'est clair. Mais c'est vrai qu'on est pour l'instant assez satisfait comment ça se passe en France, notamment grâce à la FIVAP. Je pense que si on est aussi bien loti, c'est que la FIVAP a quand même beaucoup œuvré dans ce sens-là et elle a réussi à assouplir cette transposition pour la France. En Angleterre, ça se passe aussi pas trop mal, mais il y a certains pays d'Europe où pour l'instant, on parle de 4 000 € par référence. C'est sûr que pour des sociétés comme nous, ça va devenir très compliqué d'exporter. Et il faut vraiment arriver à clarifier les choses. Et l'idéal, ça serait une uniformisation au niveau européen, parce que ça devient assez ubuesque que d'un pays à l'autre, il y ait des telles différences, quoi. Alors, ce que j'ai dit au début, évidemment, s'applique à la France. Et pour nous, c'est évidemment le combat principal. Mais c'est vrai qu'une fois que nous aurons digéré un petit peu les spécificités du marché français, dans les perspectives d'export intra-européennes, évidemment, va s'ouvrir la grande kyrielle des différentes réglementations qui pourront être, au final, une fois qu'elles seront vraiment passées, mises côte à côte, être comparées. Et là, il y aura un enjeu d'intelligence stratégique pour arriver à comprendre, interpréter, se positionner sur les marchés, savoir si les produits valent la peine sur tel et tel marché, la rationalisation des catalogues, la distribution exclusive par des partenaires qui, s'occupant eux de la notification et des procédures légales, pourront éventuellement avoir des distributions exclusives. Il y a vraiment des impacts qui seront très forts sur l'export. Je partage. Donc les plus grandes difficultés, on va dire la TPD, sur le fond, c'est une bonne chose. Mais sur la forme, c'est très compliqué, il y a beaucoup de choses à redire. D'accord. La première chose, c'est l'harmonisation, puisqu'il n'y a aucun deux États membres qui ont la même réglementation. Donc c'est un vrai casse-tête chinois pour nous, parce qu'on vend dans toute l'Europe et c'est assez compliqué. En plus, on n'a pas les billes pour pouvoir s'organiser, pour provisionner aussi, parce que on ne sait pas combien il faut provisionner, voir avec les banques si on doit emprunter ou pas, on n'en sait rien du tout. Après, il y a des risques aussi de déséquilibre en Europe, parce que la France est complètement libre au niveau de la notification. Enfin, il n'y a pas de notification pour matériel, donc la France va devenir une plaque tournante du marché au noir, c'est clair. Hein, je veux dire, donc voilà, donc il va y avoir un gros déséquilibre, moi ce qui me fait peur. Voilà. Puis une lecture très compliquée du marché européen. Voilà, ce qui est dommage parce que après sur le fond, TPD est une bonne chose. Encore une fois, on prend des produits qui sont ingérés par des êtres humains, c'est la moindre des choses qu'il y ait des tests d'émission, qu'on s'assure qu'il n'y ait pas de produits nocifs, qu'on sache exactement ce qu'il y a dans ces produits, exactement qu'on va chercher un paquet de gâteaux dans un magasin, on veut savoir ce qu'il y a dedans. Donc c'est tout à fait légitime, la TPD dans le fond, mais sur la forme c'est exécrable parce que on est vraiment pris en otage
C'est très difficile de piloter une entreprise, en tout cas quand on travaille international, parce qu'on ne sait pas du tout. Donc on définit plusieurs scénarios, plusieurs champs possibles. Mais voilà. Et l'atout, c'est qu'on doit doit être extrêmement flexible. Pardon, c'est T'es dans la merde, t'as pas le choix, t'es assis. En plus, la première question, elle est pour ça. Comment tu t'es fait? Bonjour à tous, merci de nous rejoindre à cette dernière conférence de la journée et du dernier jour du VAP Expo 2016 qui s'est déroulé au Grand Hall de la Villette à Paris. C'est une conférence sur les contraintes imposées aux professionnels par la TPD. Et pour assister à cette conférence, nous avons aujourd'hui Stéphane Delia de la société Titanide. Nous avons Jean-Philippe Planchon de la société MyVapors Europe. Nous avons Yannick Driver des Visages de la VAP. Jean Moiroux qui est de la société FUM et aussi président de la FIVAP. Nous avons Sébastien Sirier qui est de la chaîne Seb et la VAP, et qui est aussi à ses temps de professionnel car il fabrique aujourd'hui des liquides. Donc nous avons Pascal Bouchet de la Tribune du Vapoteur et Julien Abulfeda de la société Enovap. Donc aujourd'hui, on va surtout parler de ces contraintes. Et la première question qui me vient, elle est pour toi, Jean, qui est évidemment président de la FIVAP. C'est la réglementation, la transposition de la TPD. Aujourd'hui, quelles sont les contraintes et quels sont les délais? Où en est-on? Ouverture un petit peu brutale. On attaque au chaud. On attaque à chaud. Eh bien, les contraintes, disons que la transposition qui s'est faite au cours de l'année 2016 doit prendre fin forcément, puisque en 2017, les délais prévus initialement par la directive ne peuvent pas excéder le 20 mai 2017. Donc, c'est-à-dire que toutes les dispositions légales qui gravitent autour de cette directive, pays par pays en Europe, dans l'Union européenne, doivent être actées et doivent être implantées dans les règlements nationaux au plus tard le 20 mai 2017. Donc, quels que soient les délais transitoires variables qu'il peut y avoir entre les différents pays d'Europe, c'est la date limite. Pour la France, les choses sont un peu différentes. Il y a des contraintes politiques